de solidarité, plus de protection pour les personnes vulnérables, une juste rémunération des travailleurs afin de leur permettre de pouvoir supporter le coût de la vie. L'heure est donc plus que jamais à la prise en charge de ces inégalités qui n'ont de cesse de se creuser, et cela en dépit des efforts jusque-là consentis. Pour cela donc, il nous faut un système de prévoyance collective à la hauteur des risques que présentent ces inégalités sociales. Ce sur quoi ou autour de quoi travaille notre invité ce soir. Abdou Cissé, bonsoir. Bonsoir. Oui, on l'a dit, vous êtes actuaire, économiste des industries de la finance et de l'assurance. Quand on parle d'actuariat, c'est quoi? Alors, je n'échappe jamais à cette question. À chaque fois que je suis invité, je suis obligé de faire des définitions. Ouais. Alors, cette fois-ci, je vais essayer de définir par un exemple. Vous avez une voiture et vous avez l'obligation de l'assurer. Vous arrivez chez l'assureur, il regarde l'ancienneté de votre voiture, le nombre de chevaux vapeur, etc. Et il vous dit, vous devez payer 500 000 par année. Vous vous demandez, mais d'où sortent ces 500 000? C'est que c'est l'actuaire qui a déjà fait ces calculs. On dit que l'actuaire a déjà tarifé le risque automobile. Okay. Ça, c'est un exemple. Maintenant, vous payez pendant 4 ans 500 000, donc vous avez donné 2 millions à l'assureur, mais la 4e, 5e année, vous avez un accident qui a engendré des frais de 20 millions. Parce que vous avez cogné une voiture, qui a cogné une autre voiture, etc., 20 millions. Alors que vous avez donné, vous, que 2 millions. Donc l'assureur aurait pu venir vous dire, ouais, mais je paye les 2 millions, vous payez les 18. Donc ce n'est plus une assurance. Mais comme vous êtes assuré, l'assureur est obligé de payer les 20 millions. Mais où est-ce qu'il va les tirer? Parce qu'il a une masse d'assurés qui ont payé les mêmes montants que vous, ou un montant moyen. Et donc, l'assureur se doit chaque année, quand il récupère ses primes, de laisser une partie en provision pour le sinistre à payer, pour que quand il y a des problèmes, il puisse les régler. Donc, l'assureur doit avoir la capacité de payer les 20 millions. Celui qui calcule ses provisions pour que l'assureur soit prêt à payer, c'est l'actuaire. Donc, j'ai donné un exemple du travail d'un actuaire dans une compagnie d'assurance. C'est de tarifer les risques et de provisionner les risques. Maintenant, j'ai passé par un exemple qui touche toute la zone CFA. Si moi, j'étais présent en tant qu'actuaire le jour où on a signé l'accord de coopération entre la France et les pays de la zone franc, je n'aurais pas signé ce document-là. Pourquoi? Parce que la France nous a fait signer un contrat dans lequel elle nous dit qu'elle nous garantit le fait qu'en absence de devise, elle va venir, mais en réalité, dans le contrat, ce qui est écrit explique qu'il n'y a pas de garantie. C'est juste un découvert. C'est ce qui est écrit dans le document, c'est que le Trésor français ouvre un découvert à la BCEAO. Si la BCEAO a besoin de devises, la BCEAO vient chercher et si jamais elle reconstitue ces devises, elle paye. Elle rembourse. Ça, c'est un découvert. Quand vous allez voir votre banquier qui vous donne un découvert, il ne vous donne aucune garantie. Un découvert, ce n'est pas une garantie. Donc, vous voyez, donc, le travail d'un actuaire est un travail un peu spécifique. Oui. Et comment ça a pu échapper à tout ce système économique en zone CFA, aux économistes, aux Africains de manière générale? J'y ai tellement réfléchi que finalement j'ai écrit un article qui s'appelle Scanner de l'accord de coopération, IRM de la garantie. Parce que dans le texte, le mot garantie revient 28 fois. Le mot garantie, alors qu'il n'y a pas de garantie. Donc, quand j'ai fait cette décortication, je l'ai partagée avec certains économistes. Je prends un exemple, quelqu'un comme Nongo Sambasila, que je considère comme un des très grands économistes africains. J'ai partagé avec lui, on en a discuté, je le lui ai fait même relire pour ne pas louper les aspects purement économiques. Et donc, j'ai fait un texte que même le Trésor français aujourd'hui ne peut pas rectifier. Parce que je l'ai partagé avec beaucoup de personnes. Mes articles, je ne les fais pas seul. Je fais lire au moins 4-5 personnes, des juristes, des économistes. Parce que moi, je ne suis pas dans l'économie en tant que telle. Je suis dans l'industrie de la finance et de l'assurance. Voilà, dans l'écosystème. Et donc, je travaille dans l'économie dans ce sens. Absolument. Mais il y a des économistes qui sont des économistes fondamentaux, qui sont des hétéroclites, etc. Mais il faut partager avec eux, travailler avec eux. Oui, le coup est déjà parti, ce qui a été fait et le mal est déjà fait, mais est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui pour l'Afrique, la zone CFA, de recouvrer ce qui lui est dû? Moi, je pense qu'on peut recouvrir ce qui est dû. Pourquoi? Parce qu'on a signé un accord de coopération et quand on est arrivé dans les années 80, il y a eu le choc pétrolier, 78-79. Qu'est-ce qui s'est passé?
la France a appelé le FMI pour qu'on fasse de l'ajustement structurel, alors qu'elle devait donner les devises. L'économiste Matar Diop a fait un texte clair là-dedans. En 78-79, on ne devait pas commencer en 80 les ajustements, on devait amener les devises. Donc la France n'a pas respecté son contrat. On arrive en 93, d'accord? 93. La France dévalue au lieu d'amener des devises. En octobre 93, on a arrêté la convertibilité et en janvier 94, on a dévalué. Mais si on avait respecté le contrat, la France aurait dû apporter les devises qui nous manquent. Elle ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Rupture de contrat à ce niveau. Mais c'est même pas... En fait, elle n'a pas rompu, mais la France est passée outre le contrat. De l'Afrique. Jouer du fait qu'elle avait le monopole et la puissance. Ouais. Or, quand vous dévaluez une monnaie, qu'est-ce que vous faites? Dans le compte de la monnaie, vous diminuez le passif. Parce qu'avant, un franc français faisait 50 francs CFA. Après, la France en fait 1 franc français égale 100 francs CFA. Donc, quand vous dévaluez, dans le compte de la monnaie, vous diminuez le passif. En diminuant le passif, excusez-moi, comme on avait un actif, l'actif devient supérieur au passif. Et donc, le compte devient équilibré. Et il est même excédentaire. Donc, la France n'apporte plus de devises. Donc, finalement, si on est dans l'esprit assurance, où la France, donnant une garantie, est un assureur, nous, on reçoit une garantie, nous les États, donc nous sommes des assurés. Si, au lieu de nous donner, au lieu de payer les sinistres, donc au lieu d'amener des devises, la France dévalue, la France nous a fait payer, nous, les sinistres. Donc on peut se passer de la dévaluation si la France avait joué le rôle qu'elle devait jouer. On ne devait pas dévaluer. On ne devait pas dévaluer. Si moi, j'étais, par exemple, un membre du gouvernement à cette période, j'aurais pu expliquer tout ça ici, tout de suite, pour dire qu'on ne doit pas dévaluer. Et aujourd'hui, pour vous, il faut nous sortir de cette situation, mais on sait que la France n'envisage pas que l'Afrique sorte de ça. Vous avez la réaction de ce général français qui plaide pour une intervention militaire même en Afrique, pour faire la guerre à l'Afrique, pour nous faire débat sur les ressources. Vous voyez qu'en 2024, quand on entend un militaire français dire que l'Europe, il n'a même pas dit la France, parce qu'il sait que la France n'a plus les moyens de venir nous coloniser. L'Europe, c'est François Lecointre, je crois. C'est ça. L'Europe et la France doivent revenir recoloniser l'Afrique. Quand il dit ça, rien que pour ça, on doit sortir du CFA. Parce que ça, c'est un manque de respect. Il nous manque de respect. Mais le fait de dire qu'il faut venir nous recoloniser, moi, je vois en cette personne une peur. Parce que quand en 1886, on était dans les conférences de Berlin, l'Europe faisait 430 millions. Et nous, on faisait 120 millions. Nous, toute l'Afrique faisait 120 millions. Aujourd'hui, nous sommes 1,4 milliard. Eux, ils sont 460 si on sort la Russie. Ils ont peur. Ils ont peur qu'on vienne les faire exactement ce qu'ils nous ont fait. C'est une peur. Mais rien que pour ça, on doit sortir du CFA. Mais c'est un point de vue que semble endosser... sans partager le gouvernement français, on n'a entendu aucun officiel français sans le voir, ni même du côté de l'Afrique, on n'a pas entendu de voix officielles. Ce qui est triste, c'est que les Africains devraient porter plainte contre cette personne, parce que ça, c'est dangereux. Ce qu'il a dit, mais c'est très grave. Oui, mais autrement, est-ce que l'Afrique ne doit pas se préparer à tout ça aussi? Mais la première préparation de l'Afrique, c'est quoi? C'est réclamer ses dus. Le fait qu'on a fait les ajustements et que le FMI a reconnu que les ajustements n'étaient pas bien pour nous. Le fait qu'on ait dévalué au lieu de nous donner des devises, je suis en train, moi, de calculer le montant total. Mais l'estimation que j'en ai, ça dépasse 4 fois la dette que nous avons, la dette totale que nous avons. Ce que FMI et France nous doivent, ça dépasse 4 fois notre dette. Mais il faut quand même que je finisse les calculs et que les autorités aillent réclamer. Mais il faut que toute la zone CFA... Il faut porter plainte avec des avocats, comment ça peut s'organiser? Chacun fait son travail. Moi, mon travail d'actuaire, je fais les calculs. Quand je finis les calculs, je dis, écoutez, ces gars-là, ils nous doivent ça. Ils vont aller voir des juristes qui écrivent la plainte, et on va déposer la plainte. Parce que si le général dit qu'ils vont venir nous recoloniser, et que nous, Cheikh Anta nous donne une arme, Cheikh Anta nous a dit, armez-vous de science jusqu'aux dents. À compétence égale, la vérité triomphe. Moi, je suis de ce côté-là. Quand j'aurai fini, on donne aux juristes, et les juristes, ils écrivent la plainte, on va se battre. Ça, c'est un message que les nouvelles autorités doivent entendre. On sait qu'elles s'inscrivent dans ce souverainisme. Quand on entend le discours du Premier ministre, du Président et de tout ce gouvernement-là, vous pensez que c'est un message
Je pense qu'ils doivent écouter ce type de message parce qu'ils veulent sortir du CFA. Absolument. Ils ont compris que ce n'est pas facile. Ça, il faut le reconnaître. Hein. Sortir du CFA, ce n'est pas une opération facile. Et moi, si j'avais à même apporté ma pierre à l'édifice, je leur aurais dit, on réclame déjà nos dus, d'abord. Après, on réforme le CFA pour que ça nous soit bénéfique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème qu'on a, c'est quoi? C'est qu'on n'arrive pas à financer nos économies. C'est le seul problème qu'on a. Donc voilà pourquoi le CFA pose problème. Et quand vous entendez le gouverneur ou les gens de la BCEAO, ils vous disent, oui, qu'est-ce qu'on fait? On lutte contre l'inflation et on gère la stabilité. Donc, ils gèrent l'outil CFA. Et ça, c'est bien géré. C'est l'outil. Mais nous, notre problème, c'est le fonctionnement. C'est le mode d'emploi de la monnaie qui ne va pas. Donc, pour vous, il faut changer le mode d'emploi. Parce que la masse monétaire qui circule dans nos zones monétaires ne représente pas la richesse que nous créons. Nous créons tellement de richesses dans la zone CFA que tu ne vois pas dans la masse monétaire. Et la masse monétaire, elle a été bâillonnée, bombardée, serrée par la façon dont le CFA fonctionne. Donc, il faut changer le fonctionnement du CFA. Ça, il faut le faire. Mais de ce point de vue, l'UEMOA continue, c'est très lent le processus pour vous. Pourquoi ça tarde? Mais ça tarde pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est les enjeux sur le CFA. Le CFA, ce n'est pas seulement notre monnaie. Mais prenez le Maroc. Le Maroc, avant, sa monnaie n'était pas convertible. Le roi est venu investir dans toute la zone. Toute la zone CFA. Ils ont investi, donc ils ont de l'equity. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont plus besoin de devises. Dès qu'ils ont besoin de devises, ils n'ont même pas besoin de prendre leur monnaie. Ils viennent les chercher ici. Donc, le CFA est un générateur de devises, pour des pays à travers leur monnaie non convertible. Maintenant, ça commence à être convertible. Ça, c'est un. La France utilise le CFA dans la guerre des monnaies. Ça, il faut tout un temps pour que je vous l'explique. À part ça, vous avez... brièvement expliquer pour qu'on comprenne. Mais si, parce que quand je parle de guerre des monnaies, c'est que l'euro n'a pas été construit comme une monnaie unique. L'euro a été construit comme une monnaie commune. Ce n'est pas la même chose. La différence entre commune et unique, c'est que quand vous allez aux États-Unis, la monnaie est unique. Dans chaque État, le dollar est là, mais on emprunte au même taux d'intérêt. Or, quand vous venez ici en zone CFA, le Sénégal n'emprunte pas au même taux que la Côte d'Ivoire. Donc, nous n'avons pas une monnaie unique, nous avons une monnaie commune. Et ça, la France a fait sciemment ça. Mais ça, c'est grave quand même. Mais parce que dans le différentiel qu'on a dans ce qu'on appelle les spreads de taux, la France peut les utiliser dans la guerre des monnaies. La France a beaucoup utilisé nos devises qui étaient là-bas pour gagner un pourcentage et nous en payer d'autres. Et pour faire... La guerre des monnaies, elle est lancée depuis 2008. Je peux même dire qu'elle est lancée depuis que le dollar a surplombé la livre sterling. Mais 2008 a été saillant. Donc ça, vous voyez tous ces enjeux-là. Les multinationales utilisent le CFA comme croix de transmission entre les économies de l'Afrique subsaharienne et les économies occidentales. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est nous qui leur garantissons le fait que, quand ils ont de l'argent ici, des bénéfices, ils le rapatrient sans pour autant qu'il y ait risque de change. Vous voyez? Donc, vous voyez tous ces enjeux-là. Donc, le CFA, ce n'est pas seulement notre relation avec la France. Il y a tous ces gens-là qui sont dans le CFA. Si nous ne prenons pas l'intelligence de reculer et de comprendre qu'en plus de ça, donc la deuxième raison que je donne, nous ne maîtrisons pas notre système financier, c'est-à-dire que les banques ne nous appartiennent pas, les compagnies d'assurance ne nous appartiennent pas, parce qu'elles appartiennent à 83%. J'ai fait le calcul il n'y a pas longtemps. Ils sont toutes presque pour l'essentiel des banques commerciales, qui n'apportent rien au développement. Mais surtout qu'ils appartiennent, c'est-à-dire qu'ils appartiennent aux étrangers, aux Marocains, aux Français, aux Nigérians, etc. Et donc, toutes les marges qu'on fait en assurance et en banque, ça sort du pays. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Oui, allez-y. Qu'est-ce qu'il faut pour inverser cette... Mais il faut inverser parce qu'un État doit avoir ses propres banques. La seule banque qui était ici une banque sénégalaise, qu'on appelle la Banque régionale des marchés, c'était la seule qui s'était exportée dans la sous-région. Une banque bien tenue par Alioune Camara, un excellent banquier, que tous les banquiers d'Afrique connaissent. Vous ne trouverez pas un banquier aussi kharagne, comme on dit dans le monde wolof, que Alioune Camara. Il a monté une banque, en 10 ans, il a remboursé à tous les investisseurs plus de 10 fois ce qu'ils avaient investi.
il est allé sortir en Côte d'Ivoire, il est allé sortir au Niger. Les Sénégalais ont gâté la banque. On a gâté la banque. Ça, c'est un problème. Non, mais il faut que les autorités m'entendent. La banque a été gâtée. Et j'ai la preuve tangible que la banque a été gâtée parce que j'ai participé à plusieurs assemblées générales de la banque en représentant des actionnaires. Vous voyez? Donc, il faut qu'on s'approprie nos banques et nos assurances. D'abord, maîtriser notre système financier pour maîtriser notre tissu économique. Parce que le tissu économique se lie dans le système financier. Absolument. Et ça, il faut que nos autorités en fassent extrêmement attention. Ouais. Et pour ça, vous préconisez la mise en place d'un service public monétaire. C'est quoi? Alors, c'est vraiment une question qui me tient à cœur. Parce que j'ai fait un article en 2017 pour expliquer ce problème de service public monétaire. Pourquoi? Parce que j'ai pris un peu de recul. Je me suis dit, mais en fait, quel est le problème du CFA? D'accord? Vous avez invité certainement ici beaucoup de Sénégalais, beaucoup d'experts qui ont parlé du CFA. Mais ils vous ont parlé du CFA sur le plan économique. Ils vous ont parlé du fait que on n'est pas compétitif. Il faut le taux de change. Tout ça, c'est l'économie. C'est bien. Mais aujourd'hui, je vais vous donner deux autres dimensions du CFA. Le CFA a une dimension d'assurance et une dimension financière. Je vais en parler. Maintenant, quel est le vrai problème du CFA? C'est que depuis 64 ans, nous n'arrivons pas à financer nos économies. Nous n'arrivons pas à financer nos économies, on est d'accord. En tout cas, même si ça, ce n'est pas le problème fondamental, c'est un problème du CFA. Comme on n'arrive pas à financer nos économies, lorsque on est arrivé en 2008 et qu'il y a eu la crise des subprimes, les États-Unis ont commencé ce qu'on appelle le quantitative easing. C'est-à-dire que la Banque centrale a commencé à participer au développement économique. Il faut le voir comme ça, en rachetant des titres de l'État américain. On arrive en 2015, les Européens ont commencé à faire la même chose. C'est-à-dire que la France a une courbe de dette, et quand une dette arrive à échéance et que la France n'a pas d'argent, la Banque centrale récupère le titre et rembourse aux créanciers. Donc, il y a des gens qui l'appellent la création monétaire, mais ce n'est pas de la création monétaire. La création monétaire, elle est terminée depuis la République de Weimar dans les années 20. Ce n'est pas de la création monétaire, mais c'est une façon de faire de l'assouplissement quantitatif pour aider les États à régler leurs déficits et pour financer leurs projets. Mais nous, on n'a pas ça. Pourtant, on est arrimés. Ça, c'est de l'interventionnisme. C'est de l'interventionnisme. Mais ici, ça n'existe pas. Notre Banque centrale l'a fait sous moindre mesure. C'est-à-dire que les montants dont on a besoin pour financer notre économie, elle n'a pas fait ça. Elle a fait ça juste pour aider les banques à pouvoir donner des crédits. Est-ce qu'elle n'est pas sous pression aussi? Elle est aussi sous pression. Qu'on le veuille ou non, notre Banque centrale, elle est sous pression et dans la façon dont elle agit, elle fait son travail correctement. Je ne les critique pas. Mais on a besoin de les faire comprendre qu'une banque centrale, pour développer un pays, il faut une banque centrale. Absolument. La France ne s'est pas développée en empruntant. La France s'est développée avec sa banque centrale. Et ça, je peux le démontrer. Les États-Unis se sont développés avec leur banque centrale. Et nous, les Africains, on nous met dans une prison monétaire et on nous dit, voilà, vous êtes des Africains. Vous n'avez pas le droit de vous développer avec votre banque centrale. Ça, ce n'est pas normal. Donc, vous voyez, globalement, tout le vrai problème que nous avons. C'est des problèmes que pose le projet de l'actuel gouvernement, on l'a dit, ce souverainisme. C'est ça, c'est souverainisme. Il faut tout repenser. Tout repenser. Et je reviens encore au service public monétaire maintenant pour terminer. Allez, vite, on va passer à la question de la protection sociale. Et donc, quand j'ai vu que la France faisait ça, moi j'ai dit, mais attendez, nous sommes arrimés à l'euro, on n'a pas ça, donc on va le créer nous-mêmes. J'ai dit, nous avons de grands projets à financer. Qu'on aurait dû financer depuis 64 ans, on ne l'a pas fait. On n'a pas bâti nos structures. On n'a pas assez d'écoles, on n'a pas assez d'hôpitaux, hein? On n'a pas financé les enfants pour qu'ils aillent faire le service militaire obligatoire. On n'a pas bâti nos structures. Et qu'est-ce qu'on fait? Je demande à ce qu'on crée une société de financement de l'Afrique subsaharienne. Société qui finance les grands projets de l'Afrique subsaharienne. Cette société va être intermédiaire entre la Banque centrale et les États. Parce que de tout le temps, quand on a financé les États pour qu'ils fassent des projets, une partie par ici, une partie par là-bas, on dit qu'on a volé, etc. Maintenant, on crée la société financière qui est l'intermédiaire. La Banque centrale ouvre des lignes de crédit et les États proposent maintenant leurs projets en disant nous voulons financer tel projet. La société de financement va lancer des obligations d'État qu'on appelle des CFA obligations. Et la Banque centrale les achète. La Banque centrale les achète. Parce qu'on ne peut pas développer un pays
sans utiliser le financement local. Tu vois? Et ça, quand on le fait, on accède au service public monétaire. Je l'ai détaillé en 2017 dans un article très clair que j'ai diffusé sur Financial Africa. D'accord. Ça, c'est au niveau de l'État, de l'industrie de manière générale. Mais quand on prend le volet social, vous avez beaucoup travaillé sur la protection, les notions de protection sociale, d'assurance, de tout cela. Aujourd'hui, au Sénégal, on résume très souvent la protection sociale à l'assurance maladie, si on peut dire. Mais pour vous, ça va au-delà. Ça va au-delà. Mais il faut savoir que dans le monde, il y a des actuaires qui ne travaillent que dans la protection sociale. C'est-à-dire qu'ils ne font pas autre chose. Ils ne vont pas travailler dans une compagnie d'assurance ni dans une banque, mais ils ne travaillent que dans la protection sociale. Pour expliquer que la protection sociale a besoin d'actuaires. Donc, toutes les structures sociales qui existent ici dans ce pays, si on veut être correct, il faut les faire diriger par des actuaires. Vous pouvez les faire diriger par d'autres professions, mais il faut qu'il y ait un actuaire derrière qui travaille, ou des actuaires qui travaillent. C'est important, le calcul actuariel, on ne peut pas le négliger. D'accord? Donc, pourquoi j'ai insisté pour faire un modèle de protection sociale? Ça s'appelle le modèle Cissé Abdou, d'ailleurs. Je l'appelle Cissé Abdou parce qu'il est grand temps quand même que je donne mon nom à mes modèles, parce que ce modèle-là, je l'ai déjà remis à une personne au Sénégal qui m'avait promis de le donner à Macky Sall. Il ne l'a pas fait. Je ne sais pas s'il l'a fait, s'il ne l'a pas fait, mais en tout cas, Macky Sall ne m'en a pas parlé, lui ne m'a pas parlé. Donc maintenant, quand j'écris quelque chose, je marque mon nom. Et là, vous voulez que le président Diomaye s'en saisisse? J'ai demandé à ce qu'on le remette au président de la République et au Premier ministre. Pourquoi? Parce que si on ne construit pas un modèle de protection sociale, on ne sortira pas de nos problèmes sociaux. Et pourquoi? Nous avons hérité de la colonisation de caisses de retraite et de caisses de sécurité sociale, qui sont des organismes qui sont dans la protection sociale, mais qui ne s'occupent que des travailleurs. Ils ne s'occupent que des travailleurs. Donc, on a bâti une protection sociale des travailleurs, qui n'est même pas complète. Donc, ceux qui sont dans l'informel, ceux qui n'ont pas de revenus, qui n'ont rien, ils ne sont pas protégés. Macky Sall a fait des efforts quand il est venu. Il a dit, je vous mets la couverture maladie universelle. Mais le projet a été mal ficelé. Parce que tu ne peux pas faire un projet comme ça sans pour autant qu'on ait établi d'abord une étude de faisabilité, une étude actuarielle de faisabilité. L'état des lieux. L'état de faisabilité d'abord, et après maintenant, tu fais l'état des lieux des structures sociales qui existent déjà. Par l'IPRES, le FNR et la Caisse de sécurité sociale. En tout cas, Macky Sall n'a pas fait une étude approfondie là-dedans. D'accord? Donc, il a fait des efforts, il a amené des bourses sociales en donnant de l'argent mensuellement à des gens. Tout ça, ce sont des actions sociales. Macky Sall a fait beaucoup d'actions sociales. Mais ce n'est pas l'addition d'actions sociales qui donne la protection sociale. Qu'est-ce qui donne la protection? Ce qui donne la protection sociale, et merci de m'avoir donné l'occasion d'en parler aujourd'hui, c'est de bâtir un projet qui consiste à faire quoi? Qui consiste à créer un régime général. Un grand régime général. L'IPRES a un régime général, mais c'est un régime général de retraite. Mais moi, je crée un régime général pour tout le Sénégal. Dans ce régime général-là, je crée deux entités qui sont une mutuelle nationale et une mésofinance nationale. Qu'est-ce que fait la mutuelle nationale? La mutuelle, elle va appartenir à tous les Sénégalais. Elle n'appartient à personne. Elle appartient à tous les Sénégalais. Dès qu'on a la carte d'identité sénégalaise, dès qu'on est Sénégalais, on est dans la mutuelle. On est sociétaire. Grande tontine, quoi. La tontine des tontines. C'est comme ça que je l'appelle. C'est une tontine des tontines. Et la mésofinance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sera aussi une banque de solidarité, mais qui appartient à tous les Sénégalais. Ce ne sera pas une banque où il y aura des actionnaires, on va voir la Banque centrale pour faire le règlement. Non, c'est une banque qui appartient, c'est une banque mutualiste. Et cette banque-là va gérer toute la finance que la mutuelle va générer, parce que la mutuelle va faire appel à des cotisations, et quand les gens cotisent, la banque gère. La mutuelle va permettre de faire les... J'ai détaillé tout ça dans l'article. Je pense qu'il nous faudra une émission complète pour détailler ce projet-là. Mais tant qu'on n'aura pas fait ça, on va louper. Pourquoi? Quand la France fait des choses bien, il faut en parler et il faut y faire attention. La France a commencé sa protection sociale dans les années 1880. Il y a longtemps. Il y a longtemps, avec des caisses dans tous les sens. Il y avait 70 000 employés dans 1000 caisses. Des caisses de sécurité, il y avait du tout. On arrive en 1945, la guerre est arrivée, la France est détruite. D'accord?
complètement détruite et l'entente entre gaullistes et communistes a fait que quelqu'un comme Ambroise Croizat a créé le régime général de la sécurité sociale française. Et quand il a créé le régime général, il a voulu mettre tout le monde. Les cadres, les ingénieurs et les agents de maîtrise avaient refusé. Ils ont dit non, nous on a déjà notre protection sociale que notre entreprise nous a créée, on ne va pas rentrer. Il dit non, je mets tout le monde. Mais lui, il avait l'intelligence que la France va avoir de plus en plus de cadres. Et si tu exclus ces cadres-là du régime général, tu ne pourras pas financer le régime général. Donc, il les a gardés dans le régime général et il leur a créé un régime supplémentaire. Et c'est ça qui a fait l'AGIRC, qui a fait naître aussi l'ARCO, parce qu'avant l'AGIRC, c'était que pour les cadres. Après l'ARCO, on l'a développé pour les autres. Et c'est comme ça que la protection sociale française est l'une des meilleures du monde. Absolument. Et c'est le même modèle que vous préconisez pour le Sénégal? En fait, il ne faut pas dire le même modèle. En tout cas, je me suis inspiré de ce qu'ils ont fait, avoir un régime général. Mais moi, mon régime général, il sera basé sur une mutuelle nationale. Il ne sera pas basé, parce que le régime général de la France est basé sur le fait que les gens travaillent. Parce qu'en France, tout le monde travaille. Ici, on a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Ici, beaucoup de gens ne travaillent pas. Donc, il faut mettre le régime général sur la base d'une mutuelle. Et la mutuelle, comme ça appartient à tout le monde, donc tout le monde est dans le régime général. D'accord. Maintenant, comme aussi, aujourd'hui, on a beaucoup de plaintes de l'IPRES et beaucoup de plaintes de la Caisse de sécurité sociale, je ne dis pas qu'on a beaucoup de plaintes du FNR, mais en tout cas, les gens du FNR, ils ne récupèrent pas 75% de leur dernier salaire quand ils partent à la retraite. Il faut faire l'audit technique et financière, donc l'audit actuariel et l'audit en gestion active-passif de toutes nos caisses. Et ça, le Sénégal a la masse critique d'actuaires qui puissent faire ce travail. Mais nous avons une association des acteurs du Sénégal qui s'appelle l'INAS. Je peux compter au minimum 40 jeunes qui sont dedans. On ne les entend pas. C'est vrai, on ne bouge pas beaucoup parce que, vous savez, je parraine même l'association des acteurs africains de Paris. J'essaie de les faire rentrer. En 10 ans, j'ai fait rentrer 37 actuaires de Paris en Afrique parce que les pays ont besoin d'actuaires. Donc, je fais cet effort-là. Mais les actuaires n'ont pas de problème de boulot. C'est-à-dire, quand ils font actuariat en France, ils trouvent du boulot. Donc, il n'y a aucune contrainte. C'est ce qui fait qu'ils ne bougent pas beaucoup. Oui. Ce message-là, pour vous, il doit être porté par l'élite pour pouvoir expliquer à la grande masse de quoi il s'agit et l'urgence qu'il y a aujourd'hui il y a une urgence. Aux fondamentaux. Vous citez très souvent Cheikh Anta Diop dans vos publications, dans vos écrits. C'est ça. Il parle beaucoup de conscience historique. Exactement. Cheikh Anta a dit que la conscience historique, c'est le ciment qui réunit les éléments disparates d'un peuple. Et ça doit nous rappeler que pour faire peuple, il faut qu'on fasse un pot commun. Autrement, on est une population. Sinon, on est juste une population. Voilà, donc voilà pourquoi l'esprit sans conscience historique est une population. Mais c'est pour ça que la mutuelle va nous rappeler que nous partageons quelque chose. Or, quel est le dénominateur commun des Sénégalais? Quand tu vas en France, le dénominateur commun des gens, c'est leur carte de sécurité sociale, parce que tout le monde l'a. Ou leur pièce d'identité, parce que tout le monde l'a. Mais nous, on n'a pas de dénominateur commun, à part le téléphone. Nous avons tous un téléphone. Donc, il faut utiliser la technologie de la téléphonie pour régler ce problème de mutuelle. Donc, on n'aura pas de problème de récupération de cotisation, on n'aura pas de problème de paiement de sinistre. Donc, c'est déjà quelque chose qui va aller. Et vous, c'est des contributions comme ça que vous mettez dans la corbeille nationale? C'est vrai que je n'écris pas de livres parce que je dirige un cabinet d'actuariat, je dirige une banque d'affaires qui est une banque qui permet à des investisseurs de venir investir quelque part ou à ceux qui ont besoin d'investissement, on va chercher les investisseurs pour les amener, ce qu'on appelle la banque d'affaires. Et donc, mes activités ne sont pas qu'au Sénégal. Je fais 10% de mon chiffre d'affaires au Sénégal. Je ne fais rien ici. Tout le reste, je le fais dans les autres pays africains. Donc, je n'ai pas le temps. Donc, qu'est-ce que je fais? À chaque fois que j'ai un peu de temps, j'écris un article. Et j'en ai fait 188 et qui tournent autour de la finance. Est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu par les gouvernants africains? Alors, ça commence à venir. Vous portez quand même des messages de souveraineté. C'est vrai, ça commence à venir parce qu'aujourd'hui, je suis l'actuel conseil de la CNP Assurance du Cameroun. Vous voyez, donc quand je suis au Cameroun, je travaille beaucoup avec des gens qui sont de l'entité étatique. Quand je suis en Côte d'Ivoire, je travaille beaucoup avec certains ministères. Je travaille avec beaucoup de ministères et j'ai eu la chance aussi d'avoir eu un projet de la FANAF, la Fédération des assureurs de droit national africain, qui m'a fait faire des études au Sénégal, au Cameroun et en Côte d'Ivoire, où je suis allé chercher des données, j'ai intégré. Et ça commence à venir. Mais je pense que rien que pour la protection sociale, tout ce que j'ai contribué, je vais chercher ici quelqu'un qui m'aide
à en faire parce un que livre. l'assurance au Sénégal, c'est un problème. Ah, mais c'est surtout vous mettez... Oui, l'assurance au Sénégal est un problème. Vous touchez un vrai problème. Ouais, c'est un problème. Au Sénégal, on n'a pas d'assurance sociale. À part l'IPRES et de la Caisse de sécurité sociale, on n'a pas d'assurance sociale. On a des assurances privées. Absolument. Les assurances privées sont des assurances gérées par des privés qui sont des actionnaires qui cherchent de l'argent. Et l'assurance ne fonctionne pas correctement. Et ça ne profite pas à tous les Sénégalais. Mais ça ne profite pas aux Sénégalais. Mais parce que l'État a fait l'erreur depuis 64 ans de ne pas s'investir dans le marché des assurances. Quand dans un marché d'assurance, il n'y a pas d'État, ce n'est plus un marché, c'est une foire. Absolument. Chacun fait ce qu'il veut. Absolument. Ici, des gens ont des accidents, ils sont pas, on ne les indemnise pas. Ça pose de problèmes de gauche. Mais il y a beaucoup d'efforts que les assureurs font. Aujourd'hui, les assureurs ont commencé à faire de la com. Les assureurs ont commencé à expliquer le fonds de garantie automobile à la radio. Ce matin, je l'ai entendu. Honnêtement, il faut reconnaître qu'avec l'actuelle dirigeante, Mme Oumounia, et son directeur exécutif, M. Matar Faye, et toute l'équipe, je vois que vraiment, ils font beaucoup d'efforts pour que les gens comprennent l'assurance et que les gens puissent profiter aussi de l'assurance. Mais il faut un investissement de l'État dans le marché. Il faut que l'État s'implique. Et ça, il y a urgence. Il y a urgence. Sinon, tu ne peux pas développer un pays si tu n'as pas d'assurance. L'assurance, c'est quoi? L'assurance, c'est la couverture. D'accord? Pourquoi les marchés occidentaux sont développés? Mais c'est parce que toutes les couvertures que vous voyez dans le monde de la finance, les gens l'interprètent comme des couvertures financières. Mais c'est de l'assurance. Tout produit financier qui n'est pas une obligation, qui n'est pas une action, qui n'est pas un produit immobilier, c'est un produit dérivé, c'est de l'assurance. Parce qu'on se couvre contre quelque chose. D'accord. Au-delà du Sénégal, vous vous adressez aux gouvernants africains de manière générale. Voilà pourquoi l'article... vous mettez à la disposition de votre pays de... C'est ça, voilà pourquoi l'article, je l'ai publié sur Financial Afrique pour toute la zone CFA. Ce qui est spécifique au Sénégal. D'ailleurs, comment bâtir un système de protection sociale en zone CFA. En zone CFA. Et donc, tout ce qui est spécifique au Sénégal, là, j'ai laissé le nom du Sénégal et j'ai fait un document que j'ai donné à des personnes pour qu'ils le donnent aux autorités sénégalaises. Et qu'est-ce que vous leur dites ce soir? Alors, je vais d'abord, avant de dire quelque chose aux autorités, je vais dire d'abord quelque chose aux Sénégalais. On ne bâtit pas un pays du jour au lendemain. On a traversé beaucoup de choses. Sonko et Diomaye ont réussi ce que des Waljojo, des Mamadou Dia voulaient faire, ce que des Cheikh Anta voulaient faire. Mais eux, ils ont réussi une partie. C'est-à-dire, ils ont réussi une partie. Maintenant, il faut qu'on les accompagne. Si on ne les accompagne pas, nous allons échouer tous. Et qu'on fasse attention, parce qu'on commence à être une forme de modèle pour l'Afrique. Vous allez en Côte d'Ivoire, au Cameroun, vous entendez les jeunes, même au Rwanda, les jeunes qui sont fiers de ce qui se passe au Sénégal. Le président Ghanéen disait au président Diomaye, c'est ça, mais donc, pour votre élection, beaucoup de jeunes Ghanéens veulent devenir président. Nous tous, nous devons faire en sorte que ces jeunes-là réussissent. Absolument. Si on les laisse échouer, c'est le Sénégal qui échoue. Bien sûr. Donc pourquoi avoir des médias à gauche, à droite, qui prennent dans un discours une phrase, Yafi Wahon, tu m'avais dit, des détails. Et ces gosses-là, ils sont fatigués, ils ont trouvé un État dans un État dans un État. C'est la folie. C'est pas facile, donc il faut qu'on les accompagne. Ça, c'est le premier message que je lance aux Sénégalais, qu'on se mette au travail. Ils ont réussi à faire en sorte que la politique peut disparaître au Sénégal. Aujourd'hui, on peut ne plus faire de la politique. Si le PASTEF arrête de faire de la politique s'arrête. Parce que tous les politiciens ont reçu leurs leçons. Oui, mais est-ce que quand on a une presse nationale qui est très souvent plus portée sur le détail que sur l'essentiel. Par exemple, quand on prend l'exemple de la visite de Jean-Luc Mélenchon au Sénégal, on sait qu'il y a des questions d'intérêt africain qui ont été soulevées, mais à la place, on a préféré parler de... mais c'est ça qui détermine le pays, c'est ça qu'il faut éviter. C'est-à-dire qu'il faut que la presse revienne à sa vraie fonction, qu'on évite de se faire badigeonner, payer par des gens qui veulent que telle communication... Ça, c'est pas bon. Et donc, l'État doit faire en sorte de gérer les presses et de les financer. Parce que si tu les finances, ils ne vont plus dépendre des autres.
Mais si tu les laisses se financer eux-mêmes, se débrouiller, mais après, voilà, Massamba vient leur donner de l'argent. C'est ça qu'il faut éviter. Et ça, vraiment, c'est dommage. Écoutez, Abdou Cissé, je vous remercie. C'est à moi de vous remercier. On n'a pas eu beaucoup de temps pour traiter tous les sujets. C'est vrai, mais de toute façon, vous êtes le bienvenu à chaque fois que de besoin. Hein. Merci beaucoup. On a le contact. C'est ça, ouais. D'accord. Je rappelle que vous êtes actuaire spécialiste des questions de protection sociale. C'est ça, ouais. D'accord. Merci beaucoup. À moi de vous remercier. Je remercie tous les téléspectateurs. Et je vous remercie encore pour vous féliciter aussi pour l'émission que vous faites, que Merci je suis beaucoup. tout le temps. Merci beaucoup. Pour la teneur et la contenance. Merci beaucoup. Le point ce soir donc est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres questions d'actualité.